Je dis pas qu'il faut obligatoirement récupérer territorialement toute la bande de Gaza, mais il faut en tout cas que le gouvernement de là-bas ne soit plus celui qu'il est en ce moment. On peut pas réellement s'attendre à une paix avec des gens dont le principe même est d'éradiquer la partie adverse. Rav Elikling, bonjour, Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita. Alors je le disais ce matin, des roquettes sont tombées non loin de chez vous, hein, près de la localité de Netivot. En tout cas, elles ont été interceptées, elles ont été tirées en direction de Netivot. C'est un petit peu plus loin que le pourtour de la bande de Gaza, mais bien moins loin que Ashdod ou Ashkelon. Je ne pense pas qu'il y ait eu de blessés ou de dégâts. L'alerte rouge a certainement retenti chez vous, n'est-ce pas ? Alors, pour vous dire franchement, vous l'avez je pas ne sais entendu. pas. Vous l'avez peut-être pas entendu. Non, soyons clairs. J'ai entendu une alerte vers 4h du matin, je crois 4h30, quelque chose comme ça. Moi, j'habite pas à Netivot, j'habite à 8 km de Netivot. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on s'approche de la bande de Gaza, et plus le système d'alerte est très précis. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas exactement sous la ligne de tir, c'est-à-dire de la roquette, vous n'entendez pas de sirène. Donc, par exemple, quand il se passe quelque chose à Sderot, chez moi, j'entends pas. Si je regarde pas les informations, je peux pas le savoir. Même chose avec Netivot. Ça peut très bien avoir retenti à Netivot et pas chez nous à Kfar Maimon, ou le contraire. Donc, chez nous, on a eu en effet une alerte à 4 heures quelque chose. À Netivot, je ne sais pas, je la prends avec vous, c'est possible. Mais en général, il n'y a pas de néphilot, heureusement. Néphilot, ça veut dire quand le dôme de fer n'intervient pas et que ça tombe. Alors en général, comme vous savez, le système du dôme de fer est très perfectionné, c'est-à-dire il n'intercepte, comme ça coûte très cher, il n'intercepte que lorsqu'ils ont calculé que ça risquait de tomber sur la localité même, et sinon il laisse tomber. Et il laisse tomber au sens propre du terme. Donc ça tombe en effet. En général, dans les terrains vagues, quelquefois, il y a, comme on l'a vu, quelques erreurs où le dôme de fer n'intercepte pas alors qu'il aurait dû, etc. Donc c'est assez rare, bien sûr, c'est 90% de réussite, mais des fois ça arrive. Alors, pour celui qui reçoit ça de plein fouet dans sa maison ou sur sa voiture, c'est pas tellement important de savoir s'il fait partie des 10% ou des 90%. De toute façon, lui, il en a subi les conséquences. Donc, vous m'apprenez qu'il y a quelque chose à Netivot, c'est bien possible. Mais je crois pas qu'il y ait eu une néphilote cette fois-ci, parce qu'en général, on le sait rapidement dans les réseaux, on nous envoie des messages, elles sont là pour nous dire. Alors, cela nous permet tout de même de dialoguer avec vous ce matin et d'avoir un peu votre appréciation. Il y a quelques instants, nous parlions avec Jacques Neria, qui est un ancien officier des renseignements militaires, qui disait le cessez-le-feu va intervenir probablement dans les prochains jours. Il n'est pas certain, il est probable qu'il n'inclura pas par exemple la restitution des corps des 2 soldats israéliens, Hadar Goldin et Oron Shaul, et que finalement cela va être une sorte de répit de quelques années, et jusqu'à ce que le Hamas pourra à nouveau disposer des forces nécessaires pour lancer une nouvelle attaque contre le territoire israélien. Cette situation de rengaine qui existe depuis presque 20 ans aujourd'hui, comment vous la vivez ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose c'est quelque chose d'incontournable ? On va vivre comme ça, on va continuer à vivre comme ça dans le sud du pays et on ne peut rien faire, on doit vivre, porter le fardeau de Gaza en Israël de manière éternelle ? Il y a un truc sur lequel il a raison. D'abord, j'espère qu'il a tort sur son évaluation. J'espère que cette fois-ci, en tout cas, ne serait-ce que, en effet, pour la restitution des corps, j'espère. Bon, il semblerait que le chef d'état-major actuel, il a un petit peu plus de détermination, disons, que ses prédécesseurs. Donc, j'espère que ça fera partie, non seulement des conditions que posera Israël, mais que ça soit en tête. Parce que c'est pas seulement pour les familles qui vivent depuis donc des mois et des mois dans cette incertitude de ne pas pouvoir se recueillir sur la tombe de leurs enfants, mais je pense que au niveau de la prise de conscience de qui gagne cette bataille, et c'est très important, c'est pas une question d'ego ou d'honneur mal placé, mais c'est important d'abord pour les Arabes de Gaza et également pour les Israéliens qu'il y ait cette fois-ci non pas un match nul avec tant et tant de dégâts des deux côtés, mais qui est réellement ce qu'on appelle la photo de la victoire. Et je pense que la restitution des corps, c'est une photo de la victoire, c'est-à-dire que finalement c'est eux qui ont demandé le cessez-le-feu, c'est Israël qui l'a accepté à certaines conditions, des conditions que jusqu'à présent les autres avaient refusées. C'est très important parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la harta'a, qui a besoin d'être remise régulièrement sur le sujet. L'harta'a, c'est ce qu'on appelle donc la dissuasion. Le mot m'échappe en français. La dissuasion. Dissuasion.
La dissuasion, exactement. Et pour qu'il y ait dissuasion, il faut bien que tout le monde comprenne qui est le vainqueur et qui est le vaincu, et qu'il n'y ait pas cette possibilité d'interpréter de mille et une manières. C'est ça, en fait, qu'on a besoin. Donc, je pense j'espère qu'il a tort là-dessus. Non, ceci dit, sur le fond du problème, même si on pose des conditions cette fois-ci et que les conditions sont acceptées et que finalement il y a un cessez-le-feu, de toute façon, sur le fond du problème, il a raison que dans quelques années, ça risque de revenir. Combien de temps en général dure la dissuasion? Ça dépend ça dépend de la force de frappe israélienne du moment. Ça peut être 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas récupéré l'ensemble de la bande de Gaza sur le terrain même, et tant que le Hamas est toujours à la tête de ce territoire, je pense pas qu'il y ait une possibilité réellement, sagement, d'envisager que les choses se calment. Le Hamas, c'est quand même une organisation qui a pour but, comme vous le savez bien, non pas, c'est pas une question de territoire, on n'a pas de conflit territorial officiellement avec la bande de Gaza, puisqu'il n'y a plus un seul juif là-bas. Et donc, c'est vraiment une question religieuse, islamiste. On est installé dans une partie du monde qui devrait être Dar el-Islam, qui devrait appartenir à l'islam. La souveraineté non islamique dans cette partie du monde est inconcevable pour un monde musulman. Et ça, c'est donc la thèse du Hamas. Et donc, tant que c'est eux qui sont à la tête de ces territoires, je vois pas très bien pourquoi il y aurait pas un nouveau round d'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, en effet, là, sur ça, il a raison. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas pris cette décision, alors est-ce qu'en ce moment, le gouvernement israélien est amené de prendre cette décision radicale? Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'on n'y est pas encore. Malheureusement, je dis malheureusement, on n'y est pas encore et ça prendra encore du temps. Mais je dis pas qu'il faut obligatoirement récupérer territorialement toute la bande de Gaza, mais il faut en tout cas que le gouvernement de là-bas ne soit plus celui qu'il est en ce moment. On peut pas réellement s'attendre à une paix avec des gens qui dans le principe même est d'éradiquer la partie adverse. Alors l'autre pôle d'attention de ce conflit, outre la bande de Gaza, eh bien sont les villes mixtes, que l'on appelle les villes mixtes arabes, judéo-arabes dans le territoire en territoire israélien, Lod, Ramleh, Akko, Yafo, ces villes qui ont été le théâtre de plusieurs d'émeutes de la part de la population, d'une partie de la population arabe israélienne en direction des Juifs. Et on les a vus, ces émeutes, elles ont provoqué une forme d'onde de choc, on va dire, dans la population israélienne, comme si on ne s'y attendait pas. Et on a beaucoup parlé de symétrie, comme si on pouvait comparer, on va dire, des voyous qui avaient lynché ou tenter de lyncher un arabe israélien et les émeutes qui se sont produites dans l'ensemble de ces villes judéo-arabes. Quelle est la différence que l'on doit faire lorsque l'on parle de ce sujet-là entre juifs et arabes à ce niveau-là? Écoutez, très profondément, c'est toujours très pratique de nos jours, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps un petit peu postmoderne que nous vivons tous, bon gré mal gré. Et c'est dans l'air du temps de regarder les choses de manière symétrique, de parler d'affrontement de population, de parler de responsabilité partagée. Ça permet de dire les choses, de relater les faits, sans obligatoirement appeler un chat et sans prendre position. Alors comme ça, on est bien avec tout le monde. C'est le cas évidemment des pays qui nous entourent. Je parle pas des pays arabes, je parle des démocraties occidentales. Ça leur permet de dire ce qu'il faut dire quand on est comme ça, quand on reçoit des missiles sur la tête depuis longtemps. Évidemment, et qu'on s'appelle l'Allemagne ou qu'on s'appelle la France, on devrait normalement évidemment condamner tout ça. Et donc on peut pas trop ne pas condamner. Maintenant, comme on veut se mettre bien avec les autres aussi, alors bon, on cherche des symétries possibles. Par exemple, il y a ce décompte macabre des morts de chaque côté qui permet de dire, ah ben voilà, d'un côté comme ci, mais de l'autre côté comme ça, etc. Il faudrait tant et tant de juifs morts supplémentaires pour qu'on puisse parler réellement d'un équilibre des forces, etc. Et la même chose quand il s'agit du conflit interne entre les juifs et les arabes, ça arrange beaucoup trop de monde de pouvoir dire qu'il y a ici une symétrie. La vérité, c'est que tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de symétrie. Il n'y a pas de symétrie. Tu peux pas comparer ce qui s'est passé depuis le début de ces affaires-là
sous prétexte qu'il y a une décision juridique qui a été prise par la Cour, quand même la Cour israélienne qui, on peut lui dire ce qu'on veut, mais elle est de ce côté-là en tout cas très objective. Et lorsque les Juifs ont tort, elle le dit. Lorsque les Juifs ont raison, elle le dit. Les Juifs ont raison. Et il y a en effet 4 familles là-bas dans ce fameux quartier de Sheikh Jarrah qui apparemment n'ont pas de droit de propriété. La propriété, tout le monde le reconnaît, c'est propriété juive. Et donc voilà, et ils devraient trouver un autre endroit pour vivre. On peut pas vivre décemment dans la maison de quelqu'un d'autre. Bon, que ça déclenche tout d'un coup des réactions incroyables dans toutes les villes mixtes du pays. Évidemment que c'est un prétexte, et qui est un prétexte très très grave, parce que finalement ça révèle aux yeux de tout le monde, y compris les Israéliens, d'abord les Israéliens, que cette fameuse cohabitation de laquelle on était très fiers, finalement elle repose sur pas grand chose. Alors évidemment, comme c'est une révélation qui est choquante et surtout qui est très inquiétante pour la suite de notre vie, parce que finalement on est là, ils sont là également, il faudra bien trouver une solution pour continuer. Et comme on n'a pas envie de regarder ça parce que ça fait peur, et il faut dire la vérité, alors c'est pratique, y compris en Israël, chez certains journalistes israéliens, c'est plus pratique de dire voilà, il y a une symétrie, finalement les Juifs aussi font ça. Non, les Juifs aussi font pas ça. Il y a peut-être 2-3 Juifs qui ont perdu la boule et qui ont fait des choses qu'il fallait pas faire. Ils ont été évidemment condamnés par l'ensemble non seulement de la population, mais également des politiques, que ce soit de l'extrême droite, des partis de droite ou des partis de gauche. Et donc ça n'a rien à voir. C'est des choses qui existent malheureusement chez tout le monde, y compris chez nous. Mais comparer ça avec ce qu'on est en train de vivre depuis quelques semaines maintenant, des lynchages, des synagogues qui brûlent, des gens qui sortent les Juifs de leur voiture pour c'est évidemment, et dont les responsables qui se disent, en tout cas les représentants politiques à la Knesset de la population arabe, qui se disent représentants, n'ont pas trouvé les mots pour condamner de manière claire ce qui est en train de se passer, contrairement à ce qui se passe avec les Juifs. Évidemment qu'il n'y a pas de symétrie. Seulement, c'est plus pratique de dire qu'il y en a une. Donc, le Hamid Segal, qui est le journaliste qui a mis les pieds dans le plat et qui a dit une fois pour toutes en pleine émission et en direct qu'il faut arrêter avec cette histoire-là, et il a évidemment complètement raison, évidemment. Et on mais peut alors, pas il a raison, mais il y a d'un côté cette asymétrie, mais de l'autre côté, on le voit par exemple depuis les émeutes, on voit une multiplication de manifestations de solidarité, voulant prouver la coexistence entre Juifs et Arabes. Quelle est la vérité entre d'un côté les émeutiers qui ont effrayé et choqué des habitants juifs des villes de Lod, Ramleh, etc., et de l'autre côté ce que l'on voit effectivement tous les jours dans les hôpitaux israéliens, dans les universités, la coexistence pacifique telle qu'on la connaît. C'est quoi la vérité dans les relations entre Juifs et Arabes ici en Israël ? Je pense réellement que la majorité des Arabes, même s'ils sont pas contents avec le fait que l'État d'Israël ait été créé en 48, la majorité depuis le temps, non seulement a accepté l'idée, mais en plus a essayé, comme n'importe quel être humain, d'en tirer tous les bénéfices possibles. Et il est évident que pour un arabe israélien qui a étudié dans les universités, qui aujourd'hui est médecin en Israël, ou n'importe quoi d'autre en Israël, sait très bien que sa situation est beaucoup plus enviable que son cousin qui habite dans n'importe quelle autre dictature des pays qui nous entourent. Donc, celui-là n'a pas intérêt. Alors, je sais pas exactement s'il est allé jusqu'à. Il y a aussi certains qui ont adopté, comme on les connaît, qui ont adopté le discours sioniste en disant, Israël a droit à une place et les Juifs ont droit d'être souverains en Eretz Israël. D'ailleurs, ils trouvent même des versets là-dessus dans le Coran pour justifier tout ça. Donc ça, je pense que c'est une minorité. La majorité des Arabes israéliens n'ont toujours pas accepté la légitimité du fait israélien sur l'État d'Israël, mais la majorité ont décidé de vivre avec en pensant, et à juste titre, que c'est dans leur intérêt et que finalement il vaut mieux habiter avec les Israéliens qu'habiter avec les Palestiniens. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a un type chez nous, un politique qui propose de faire une sorte d'échange de territoire sans modifier, sans faire d'échange de population, c'est-à-dire par exemple que les territoires à l'intérieur d'Israël qui sont à majorité arabe, dans le Galil, dans le Meshoulash, passeraient sous l'autorité palestinienne et en contrepartie, les territoires où il y a le plus de juifs dans les territoires libérés en 67 passeraient sous contrôle israélien.
dès qu'il y a quelqu'un qui ose proposer ça, c'est les Arabes israéliens qui sont les premiers à monter sur leur grand chemin. Surtout pas, qu'est-ce que ça veut dire? Donc tout le monde sait très bien, et eux en particulier, quel est l'intérêt qu'ils ont de continuer à vivre. Donc la majorité des Arabes israéliens, en fait, continueront loyalement à faire leur devoir, à faire leur rôle dans cette partition en tant qu'Arabes israéliens. Ceci dit, il y a une minorité qui est, je ne peux pas évidemment savoir, on ne peut pas la chiffrer, on devrait d'ailleurs essayer de commencer à la chiffrer. Je ne sais pas de combien de pourcentage il s'agit, mais comme la population arabe est très nombreuse, même si c'est 10%, même si c'est 15%, c'est énorme au niveau, il suffit de quelques-uns, tout le monde le sait bien. Et ceux-là, on les a trop longtemps laissé penser qu'ils seraient intouchables. Et maintenant qu'ils ont montré de quoi ils sont capables, on attend bien sûr, comme n'importe quel citoyen, arabe ou israélien, arabe ou juif, on attend que le pays fasse son travail, que l'État fasse son travail, qu'on les retrouve, qu'on les condamne et que cette condamnation soit appliquée jusqu'au bout et sans cette fois-ci essayer de trouver des circonstances atténuantes comme on fait trop souvent. Eh bien, Rav Eli Kling, merci beaucoup pour cet éclairage sur cette situation, sur cette crise, et conflit militaire et puis conflit également religieux, on va dire interreligieux dans le pays, à l'intérieur du territoire israélien. Merci beaucoup. J'en profite, si vous me permettez, Daniel, pour vous dire à tous ceux qui sont, et ils sont nombreux, qui nous ont montré à quel point ils étaient inquiets pour Chemdat Adaron, vous savez, oui, bien sûr, dont vous êtes le directeur. Oui, qui se trouve en effet près de Netivot, que tout va bien et que les jeunes filles sont très courageuses et que sans doute on va partir pendant quelques jours un petit peu ailleurs pour attendre que les choses se calment. C'est un peu compliqué d'étudier en entendant le bruit des sirènes régulièrement, même s'il n'y a pas de danger réellement, faut dire la vérité, il y a suffisamment d'abris, etc. Mais techniquement, c'est quand même compliqué, surtout les parents qui habitent loin sont très inquiets. Et donc, on a pris cette décision de partir pour quelques jours, d'attendre que ça se calme et de revenir après. Voilà. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui sont inquiétés. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. On attend des jours meilleurs.